Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 7 years. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 7 years.
voilà, j'espère que vous allez bien. C'est la revue de presse du monde moderne. C'est tous les matins, ou presque à 9h, ou presque. Et évidemment, le mercredi, c'est à 9h30 parce que je suis dans les locaux de Sud Radio. Donc pas de Maggie, c'est mon édito du matin qui fait que je dois jongler entre les médias. Et cette revue de presse qui maintenant est devenue essentiel pour vous tous. Merci d'être toujours plus nombreux à nous rejoindre chaque matin pour faire le tour de la presse des milliardaires, voir un peu comment on nous parle. Et merci également de partager le lien de cette revue de presse partout, sur tous les réseaux, sur vos réseaux, d'en parler. Le bouche-oreille fonctionne, on n'a jamais été aussi nombreux. Merci Lalaoua Bazi qui vient de reprendre un abonnement pour 2 mois. Merci à tous ceux qui s'abonnent ici ou via Patreon. Merci à tous ceux qui font la promo de cette revue de presse, puisque en 1 heure, 1 heure et demie, on fait le tour. Et puis après, vous avez tout ce qu'il faut pour débattre toute la journée des trucs qu'il faut débattre, des trucs incroyables. Alors évidemment, aujourd'hui, on va parler de la candidature du général de Z. Bonjour, nous sommes en 1960, j'aime la France que j'aime. Elle a beaucoup changé. Bah oui, mais oui, qu'est-ce que tu veux, c'est vrai. Elle n'a pas forcément changé en mieux, mais on fait ce qu'on peut. Et puis, on va parler également de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Alors, c'est marrant, hein, Macron envoie la troupe là-bas, et il envoie son ministre pour dire « Je vous soutiens, les gars, c'est super », mais pas les Guadeloupéens, non, pour dire à la troupe, aux gendarmes « Je suis avec vous, les gars, c'est dur ». C'est la Macronie dans toute sa splendeur. On n'a jamais vu ça. Le dialogue social, c'est bien sûr des coups de matraque du LBD, le GIGN, et un ministre qui vient dire au GIGN « C'est super ce que vous faites, j'adore ce que vous faites. » Ok, super. Bon, on va pas se battre. Qu'est-ce que tu veux. On va parler également du congrès LR. Vous allez voir, chacun y est allé un peu de sa nuance. Le Parisien en parle, et puis on va parler, je sais pas trop de quoi d'autre. Enfin, vous allez voir, il y a plein de trucs. Si. Oh, putain, j'ai oublié l'Allemagne et l'Autriche qui vont rendre le vaccin obligatoire en février 2022. Ça nous pend au nez, les amis. Avec l'Autriche qui veut même mettre une amende jusqu'à 7 200 € contre les non-vaccinés. Et l'Allemagne qui serait à une amende à 100 € par mois. Alors, c'est pas une punition, hein, c'est pas du tout ça. Non, c'est pour votre santé, c'est pour votre bien. Ah oui, j'ai jamais vu ça. Un vaccin que si tu le prends pas, t'as une amende. Bah alors, mais si, ça, alors un vaccin tout neuf, tout propre, qui marche à 80%, 40%, bon, on ne sait pas trop, puisque là on apprend qu'un médecin triple vacciné a refilé le Covid à un médecin double vacciné, le Omicron bien sûr. Bon, on va aussi un peu parler de Covid, même si ça commence à bien nous faire chier et on est d'accord. Allez, on commence cette revue de presse du monde moderne avec le Canard à Nanar, le Parisien aujourd'hui en France, qui a décidé aujourd'hui de ne pas trop faire peur. Il parle simplement, les dés sont jetés, ça y est, le congrès LR. Ils étaient tous sur France 2 hier pour le dernier débat de cette présidentielle. Pour qui je vais voter ? Si vous êtes bien sûr encarté à droite, si vous êtes partie des 140 000 élus qui vont pouvoir, enfin élus, ceux qui ont payé leur cotisation pour pouvoir voter au Congrès, alors on ne sait pas, on saura samedi qui va se retrouver au second tour. Pour le moment, c'est la surprise. On ne sait pas trop. Le choix du bon moment pour déclarer sa candidature est un préalable au succès d'une campagne. Pour avoir trop tardé, Éric Zemmour s'est trouvé contraint d'accélérer pour faire taire les critiques et dissiper les doutes. Alors il a pris le risque et puis voilà, il a fait son truc. Et cette fois-ci, la primaire, ça fonctionne un peu mieux. Dernier débat avant le coup près, les 5 prétendants à l'investiture. C'était maintenant, et depuis 8 heures, depuis 1 heure et demie maintenant, vous pouvez voter. C'est formidable. Xavier Bertrand lui disait hier soir, vous savez, le candidat capable de battre Monsieur Macron, il est sur ce plateau. Eh bien, incroyable, 139 918 adhérents et non pas 140 000 vont pouvoir se prononcer à partir de ce matin, donc 8h et jusqu'à jeudi 14h. Il y aura ensuite un second tour, et puis il y aura enfin un candidat, puis il y aura un meeting, et c'est formidable. Alors, comment faire pour les départager ? Eh bien, le Parisien a été très sympa avec nous. Ils ont fait les points forts, les points faibles de chaque candidat et leur punchline. Alors pour Xavier Bertrand, c'est l'obsession Macron. Sa punchline, vaut mieux redresser le pays plutôt que sa cote de popularité. Ses points forts, c'est qu'il est
bien placé dans les sondages. Ses points faibles, c'est qu'il a passé son temps à attaquer Emmanuel Macron. Voilà. Et en même temps, les gars, si on est sérieux une seconde, quand on est candidat à l'élection présidentielle, déjà, on remet en cause le pass sanitaire. Là, ils veulent aller encore plus loin. Ils sont tous à dire vaccination obligatoire, le pass encore plus crado pour les non-vaccinés. Donc, je vois pas en quoi ils sont vraiment opposants. Mais c'est pas grave. Bon, bref, on va quand même faire comme si on était d'accord. Philippe Juvin, le discret, sa punchline, Éric Zemmour blesse les Français. Ok. Son point fort, 57 ans, eh bien, il ne diminuera pas le nombre des fonctionnaires, ce qui dénote totalement avec ses petits camarades, puisque eux, ils font le concours de celui qui va saper la fonction publique le plus vite. Lui, non, il veut des maisons de santé, des machins, bon, pourquoi pas. Son point faible, son manque d'expérience. Ah oui, ancien député européen, plutôt en retrait, pas assez mordant, voilà. Valérie Pécresse, la sérieuse. Sa punchline, je suis une femme de paix, mais je saurais être une chef de guerre. C'est un peu la reine des punchlines, Valoche. Elle est quand même très très forte, avec sa veste rouge. Elle ne la quitte plus. Et paf, 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 ça martèle. Et donc elle se démarque, veste rouge plutôt que costard bleu. Punchline, point fort. Dans son habituel tailleur rouge. Bon, point fort, le tailleur rouge. Alors c'est dégueulasse parce qu'on parle que des vêtements des femmes. Mais en même temps, les mecs, ils sont tous habillés pareil. On n'a rien à dire. Ils sont tous habillés en costard avec une cravate. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis désolé. Il faudrait qu'ils arrivent peut-être un peu plus fantasque, mais bon, c'est compliqué. Zemmour aurait pu mettre un uniforme pour faire encore plus de Gaulle, tu vois, une petite casquette et tout, ça aurait été plus rigolo, tu vois. On aurait dit, qu'est-ce qu'il a fait là? C'est quoi sa vidéo YouTube là? Et pourquoi il y a McFly et Carlito derrière qui font les mecs de la France libre? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Non, bon, bref. Son point fort, donc, alors, le Figaro dit son tailleur rouge, et elle se détache des candidats masculins, bien sûr, aux tempes grises ou dégarnies et aux costumes sombres, une façon d'assumer son atout féminin. Alors, le Figaro, il faut qu'on vous explique. Depuis est passé MeToo, on se bat pour l'égalité homme-femme. On en a marre de cette misogynie ambiante. Arrêtez. C'est pas parce que c'est une femme, Valérie. C'est pas parce que c'est une femme que c'est un atout. C'est pas un point fort en tant que tel. Il faut dire que voilà. Il faudrait parler de ses idées plutôt. Moi, je trouve que son point fort, c'est de 250 000 de moins dans la fonction publique, comme ça, direct, très vite. Et puis, si elle se distingue davantage par la forme que par le fond de ses propositions, c'est chaud patate, le Figaro. Elle rappelle d'ailleurs, le Figaro, c'est le Parisien, mais en fait, le Parisien, c'est aussi... Mais en fait cette presse, c'est ça qui est terrible, c'est que tu fais plus la différence, quoi. T'arrives à un point de non-retour où finalement, t'as l'impression de lire le même canard à peu près tout le temps. Il n'y a que Libé qui a quelques petites trucs comme ça, un peu différents, vous allez voir, là, qui a fait une très belle couverture et tout un numéro avec des illustrateurs. Mais sinon, c'est pareil, c'est pas non plus bon. Donc voilà, point faible, elle ne sort pas de ses éléments de langage. Voilà, il faut aussi être un peu crédible dans le programme. Michel Barnier, enfin incisif, parce que Barnier, tout le monde disait qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce qu'on s'emmerde avec Barnier. Donc il a un peu, fait Rocky Balboa. Il a des punchlines. La France, ce n'est pas seulement un pays. C'est une civilisation qu'il faudra défendre et protéger pour pouvoir la transmettre. Alors, c'est pas Zemmour qui dit ça, c'est Michel Barnier. Point fort, bon, il a géré le Brexit, donc voilà, il peut dire, moi, je bosse. Point faible, il faisait figure de favori, mais il n'a pas fendu l'armure. Voilà, donc c'est dommage. Malgré ses 70 printemps, il doit dire qu'il est déterminé. C'est pas Joe Biden non plus, mais bon, on le sent quand même. Bon, allez Michel, allez, merde. Éric Ciotti, sans complexe. Alors lui, sa punchline, c'est « Je suis là pour créer la surprise ». Ok, super. Écoute Éric, on attend. Génial. J'ai envie de dire génial. Son point fort, à l'aise, lors de ce dernier débat, il se marre, Ciotti, il vit sa meilleure vie. Il peut se lâcher parce qu'il y a Zemmour qui lui permet de dire des trucs qu'il n'aurait jamais pu dire. Il est comme ça, il rigole, il peut dire n'importe quoi, il est content. Son point faible, en matière d'économie, Éric Ciotti, il défend la fin de la dégressivité de l'impôt avec une flat tax à 15%. L'idée apparaît trop radicale. Il est trop radical. C'est vraiment son point faible. Éric, trop radical.
Voilà, donc ça c'était un petit résumé du Parisien de qui c'est qu'on va voter ce matin des 130 918 qui ont payé leur cotisation pour élire leur champion ou leur championne. Ensuite, nous avons... Est-ce que la France vous l'aimiez mieux avant? Quand on pouvait acheter des têtes de nègre, hein, à la boulangerie. Maintenant, il faut dire boule au chocolat. Franchement, quand Michel Leb faisait des blagues racistes, quand on pouvait mettre des mains au cul, pas être emmerdé par des femmes qui veulent être payées pareil, est-ce que vous aimez cette France-là d'avant? Eh bien, moi, oui. Et je la vois tomber devant mes yeux, et franchement, ça m'ulcère. Voilà, Madame Kelly, voilà, ça m'ulcère. Excusez-moi de vous le dire, Monsieur Boulot, hein, mais ça m'ulcère, voilà. Alors, bon, c'était une déclaration particulièrement bizarre, cette mise en scène grotesque, où il manquait que la casquette et le costume du général pour dire « Je suis de Gaulle, je suis l'enfant l'enfant caché du général de Gaulle. Je suis l'enfant caché de... J'aime bien de Gaulle. » Est-ce qu'il aura les 500 parrainages? Oui, il aura sans doute les 500 parrainages. Oui, il aura sans doute les 16 millions de brousoufs à cramer en quelques jours. Il faut voir que sa garde rapprochée, vous avez un mec de JP Morgan, un mec de chez Lehman Brothers. Bon, il est là pour... vous inquiétez pas, ça va amasser. Il y a des jolis livres derrière lui. Il a acheté un beau micro vintage. Il y a une mise en scène. Alors, le problème d'Éric Zemmour, je vais vous le dire, c'est quoi son problème, Madame Kelly? C'est gentil de m'inviter sur votre plateau. Mais tout de même, c'est que il fait n'importe quoi. Il n'écoute plus personne sauf Sarah Knafo. Vous allez voir, on en parle tout à l'heure. Libé lui consacre 4 pages en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors, ça ne sert à rien de le critiquer sur le fait qu'il soit misogyne, qu'il soit pétainiste, qu'il ait dit des horreurs, qu'il ait été condamné 2 fois pour racisme et provocation à la haine raciale. Ça ne sert à rien, les gens s'en foutent. Même tous les MeToo qu'il a au cul, les gens s'en foutent. Il est protégé. J'ai fait une petite vidéo hier en bas de la tour TF1 alors qu'il était invité pour dérouler son programme face à l'islamo-gauchiste Gilles Boulot. Alors Boulot, il s'en prend plein la gueule ce matin parce qu'il a fait une interview sans concession. Gilles Boulot, c'est Gilles Boulot, les gars. Et là, les fans de Zemmour sont là. T'es Boulot, sale gauchiste de merde. Putain, t'as l'impression que le mec, c'est le sentier lumineux de la tour TF1, quoi. Et là, donc, dès qu'il est attaqué, t'as tous ces fans qui viennent et qui te mordent les mollets et tout. Et moi, j'ai dit, mais c'est très bien que Éric Zemmour soit candidat. Au moins, ça clarifie les choses. Et puis, ça permet aussi d'avoir un débat politique plus marrant. Il y a quelque chose là qui se passe, tu vois. On peut dire ce qu'on veut, mais qu'il arrive à emmener des gens dans son délire mégalomane, je trouve ça génial. Que des gens trouvent que ce soit sérieux de faire cette mise en scène, qu'il a des idées importantes qui ont emmené la primaire de droite vers encore plus de droite. C'est pas rien, Éric Zemmour. Et l'attaquer toujours sur les mêmes choses, ça ne marche pas. Donc il faut trouver autre chose. À un moment, il faut dire, bon, écoutez, on va débattre. Ce qu'a fait Mélenchon sur BFM, il a débattu avec lui. Bon, c'était un premier débat, ça s'est plutôt bien passé. Là, tu as Gilles Boulot qui lui pose 3 questions et demie sur les femmes, etc. L'autre, apparemment, selon le Parisien, le traite de connard quand il repart dans les loges. Et après, il vient pleurer sur CNews en disant « C'est pas du boulot, ça, Gilles Boulot !» Enfin, Eric, t'es plus sur CNews. T'es candidat maintenant. Les gens, ils vont te poser des questions qui dérangent. C'est pas Christine qui va faire « Est-ce qu'on peut manger du couscous, Éric Zemmour ?» Ah oui, Christine. On peut être français et manger du couscous, tout à fait. Enfin, du couscous, ça dépend. Parce que bon, vous avez le couscous marocain, vous avez le... Bordel! Le mec, il découvre que la télé, c'est pas que CNews où on te passe les plats, quoi, les plats de couscous. C'est formidable quand même. Donc cette fragilité, on en parle tout à l'heure, mais c'est difficile. Et il y a un entourage qui commence à s'inquiéter, à se dire, est-ce qu'il va pas nous faire un burn-out là en pleine campagne? Est-ce qu'il n'est pas déjà en burn-out avec là, il a des poches comme jamais, Eric. Qu'est-ce qui se passe? C'est Sarah qui elle l'use. Sarah Knafo, ça, les gens, ils sont là, ils sont inquiets. Ah, et puis on se réjouit, on reparlera de Zemmour tout à l'heure, vous inquiétez pas. Même pour ceux qui sont là, ah non. Merci Totor, merci Corinne de vous être abonné. Il y a couscous à la choucroute, vous pouvez faire du couscous à tout, il y a aucun problème. Le couscous, ça se marie avec toutes les saveurs. Vous pouvez créoliser votre couscous, hein. Voilà. Et puis, alors, oui, dans sa vidéo, il a oublié de payer les droits. Alors, ça va lui coûter cher, mais c'est pas grave.
On parlera de l'inflation aussi en fin de revue de presse. Ils font enfin leur première dose. Alors que les rendez-vous sont pris d'assaut pour les rappels, parce que une fois que tu as fait 1, 2, 3 doses, c'est naturel, puis tu te sens bien, puis tu deviens accro à la piqûre, quoi. Mais ceux qui ne l'ont pas fait encore, alors ils arrivent. Ils nous expliquent pourquoi. Parce que sinon ils ne peuvent pas vivre, sinon ils ne peuvent rien faire, sinon c'est bien la merde, sinon ils sont traités comme de la merde par ce gouvernement. Donc ils sont obligés de se picouser. Alors qu'est-ce qui se passe ? Bon, sur le terrain d'entraînement, la question du coach a sonné comme une menace. C'est bon, vous avez tous fait vos vaccins ? Bon, est-ce que le coach a vu le nombre de footballeurs qui tombent, qui font des malaises cardiaques ? Est-ce que le coach, il s'est posé la question de... Non ? Bon, c'est pas grave. Il a demandé si tout le monde a fait son vaccin. Et Chris s'est senti tout penaud au milieu de ses coéquipiers aux larges épaules. Sa place de running back demi-offensif de l'équipe de football américain de Villepinte, Seine-Saint-Denis, allait lui filer entre les doigts. Déjà que la concurrence est rude, que son poste est convoité, le garçon de 16 ans ne pouvait imaginer être remplacé. Faire vacciner un gamin de 16 ans qui risque rien, mais bordel, où est-ce qu'on est, quoi ? Où est-ce qu'on est ? Quelle folie s'est emparée de l'humanité ? C'est délirant. Et personne pour dire stop, hein. Je veux dire, sur les candidats de la droite, Zemmour, etc. Il n'y en a pas un pour dire on arrête là, on arrête les frais, bordel. Il y a Blachier qui est en train de se réveiller, de sentir le vent tourner, ou je sais pas, qui est en train de dire faut arrêter de vacciner les jeunes, c'est pas forcément une bonne politique sanitaire, parce que l'immunité, si on veut une immunité collective, il faut laisser les jeunes faire leur immunité avec ce virus qui est visiblement le Omicron, c'est pas grave, hein. Même les Sud-Africains l'ont dit, c'est pas grave. Mais là, non, les mecs, allez, vaccinez-vous, sinon plus de vie sociale. Et donc, voilà, il est venu, Chris, hier à 13h au Centre médical Europe à Paris pour recevoir sa première dose, malgré la peur. Et c'est pour le sport, hein, rien que pour le sport. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça pour le sport, Chris, mais bon, il n'a pas le choix malheureusement. Il a le regard brillant, encadré par son masque et sa capuche noire, l'adrénaline du terrain et les cris du stade valent bien une piqûre. Non mais vous vous rendez compte ? C'est ce chantage, là, l'Autriche qui veut foutre 7200 balles d'amende si t'es pas vacciné, les Allemands pareil, 100 balles d'amende. En février, c'est ce qui nous pend au nez, hein. Vous inquiétez pas que Macron, il va sauter sur l'occasion. En plus, il va être président de l'Europe dès janvier. Donc là, il va faire et qu'il faut qu'on ait une harmonisation européenne. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on mette les non-vaccinés dans des camps, qu'on leur fasse payer des amendes, qu'on leur prenne leur sang et éventuellement qu'on mange leurs reins. Ça me semble être une bonne idée. Comme ça, on évitera cette épidémie de non-vaccinés, hein. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose. Qui n'a pas eu sa piqûre encore, hein ? Mais elle marche. Non, mais si elle. Allez. Mais oh, bordel. Donc le pauvre Chris est obligé d'aller faire sa piqûre. Voilà. Allez. Bon. Et puis, oui, le test ne vaut plus que 24 heures, donc c'est plus possible de faire autrement. Les fake news, c'est infernal. Et oui, alors il y a le problème, évidemment. Hein, ceux qui s'informent, qui regardent les études, qui cherchent un peu, se rendent compte que... Oh, mais pourquoi vous ne parlez pas des effets secondaires quand même graves, qui sont recensés, qui sont nombreux ? Pourquoi vous nous dites que ça marche, alors que si on regarde, en fait, même il y a des études qui disent que ça ne marche pas assez. Et pourquoi moi je devrais me vacciner alors que je risque quasiment rien à mon âge ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Mais bon, visiblement, non, il faut le faire, hein. C'est pour sauver tout le monde, hein. C'est important, il faut sauver l'humanité. Donc, les fake news, c'est infernal. J'ai pris mon temps, hein, mais finalement, je suis là et je suis content d'être protégé. Eh ben, voilà. Et oui, ni resto, ni ciné sans passe. Ahmed, 18 ans, hausse les épaules. De toute façon, quand on est en classe prépa, hein, on sort pas beaucoup, mais il n'a pas le choix. Lorsque le médecin référent du centre enfonce l'aiguille, ça y est, ses copains de classe ne pourront plus le vanner car il n'est pas vacciné. Des sceptiques aux opposants, le docteur Laville, médecin référent du centre, a tout vu, tout entendu. Ils permettent de capter la 5G, ils rendent stériles et chauves. Les fake news, c'est infernal. Alors oui, ça c'est des fake news, effectivement, la 5G et rendre chauve, oui, ça c'est des fake news. En revanche, les myocardites et les problèmes cardiaques, ça c'est pas des fake news, hein, mon cher médecin référent. Il faudrait un peu aussi se renseigner quand même, hein. Et puis concernant l'efficacité également. Enfin, Nabila, 34 ans, le jure, après sa première dose, jamais elle ne fera les suivantes. Alors ça sert à rien, Nabila, faut pas le faire. Tu sais que là, tu rentres dans un cycle infernal de vaccination tous les 6 mois, hein. Il y a la 4e qui arrive pour Omicron. Enfin, faut se préparer, hein. C'est un truc, ça risque de durer longtemps, hein, malheureusement. Alors, elle dit... donc non, même pas à cause de Marion, elle se trompe, hein, elle dit pas Omicron, elle dit Marion,
C'est mignon. Je n'ai pas confiance. Il y a un an, le Covid l'a pourtant mené à l'hôpital en détresse respiratoire. Qu'est-ce qui l'effraie le plus? Elle éclate d'un rire assumé, le vaccin. Voilà. Et oui, puisqu'elle a une immunité naturelle, franchement, c'est ridicule ce qui se passe. J'en ai vraiment ras-le-bol. Vous aussi, d'ailleurs. Hein, et je ne vois pas comment on va s'en sortir avec cette volonté vaccinale de piqûre européenne maintenant, puisque ça va être partagé partout. Hein. Si tu n'es pas vacciné, tu n'as plus ton statut de citoyen. Ça va être mon coup de gueule de tout à l'heure sur la CNIL qui demande en fait, qui dit mais putain, mais bonjour le gouvernement, est-ce que vous pouvez nous prouver que vos mesures que vous avez prises là, on peut les chiffrer, notamment le pass sanitaire, parce qu'il n'y a aucun moyen d'évaluer le fait que ça ait fonctionné à quoi que ce soit. Et rappelez-vous que le Conseil d'État avait validé le pass sanitaire pour autant qu'il n'était pas une obligation vaccinale déguisée. C'est précisément ce qu'il est avec la 3e dose. Est-ce que le Conseil d'État est revenu sur sa première décision ou le Conseil constitutionnel est revenu? Non, ils restent silencieux, ils sont complices. C'est délirant. Et le coût des amendes aux non-vaccinés, alors là, on tombe dans le pire. Bon, c'est les Autrichiens et les Allemands qui s'y mettent. Hein. Ah, bah c'est toujours par là que ça commence, hein, quand ça sent un peu le... voilà, en Angleterre, ils n'ont pas foutu d'amende, les gens se sont vaccinés naturellement, ils l'ont fait. Là, ils remettent un peu les masques parce qu'il y a Omicron, mais ils disent, bon, éventuellement, il faut qu'on fasse un peu des trucs dans le délire. Les Suédois qui mettent le pass en disant, il faut aussi qu'on fasse un petit truc dans le délire. C'est voilà. Alors que là, il y a des recherches, il y a des traitements, il y a plein de choses qui font qu'à un moment, on va dire bon, peut-être que c'était pas la bonne stratégie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Mais il fallait aller vite. Il fallait que le monde d'après redevienne le monde d'avant très très vite. Du coup, personne n'écoutera la CNIL, évidemment. La Grèce aussi, évidemment. Enfin, tout ça pour vous dire que l'obligation vaccinale arrive, elle est pour le printemps 2022. C'est les Autrichiens, les Allemands qui mènent la danse. Vous inquiétez pas qu'on va emboîter le pas rapidement. Ne soyez pas dupes. Donc voilà, ceux-là, ils baissent les bras et ils y vont, même s'ils n'ont pas besoin du tout de ce traitement par ARN messager. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir. C'est cadeau. C'est cadeau. Et puis, c'est le feu vert pour les 5-11 ans, ça y est, mais seulement les plus fragiles. 5 jours après le go de l'Agence européenne des médicaments pour la vaccination des 5-11 ans, avec le Pfizer. Parce que le Moderna, il fait quand même plus de myocardite que les autres, quand même, ça se voit. Bon, il est recommandé d'élargir dès à présent la campagne, mais seulement aux enfants à risque. Alors, de quelle fragilité? Maladie hépatique, maladie cardiaque et respiratoire, asthme sévère, maladie neurologique, ok, le diabète ou la trisomie 21. 360 000 enfants sont concernés. Donc, la Haute Autorité de Santé juge prudent de vacciner les enfants porteurs des comorbidités identifiées préalablement chez les adultes comme à risque de développer une forme grave de la maladie. Cancer récent, maladie rénale chronique, handicap neurologique. Elle plaide en faveur d'un vaccin pour les 5-11 ans qui vivent dans l'entourage d'une personne immunodéprimée non vaccinée également. Au total, 360 000 enfants seraient concernés. Voilà. Alors, de son côté, le ministère de la Santé attend les avis du comité consultatif d'éthique et du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Ça existe encore, ce truc? Étonnant. Avant de prendre une décision, on sait, c'est pas, vu comme ils aiment la piqûre, ce serait dommage d'en priver les enfants de 5 ans. Actuellement, l'incidence est très forte chez les moins de 12 ans en plus. Donc, l'incidence, c'est-à-dire le fait qu'ils aient un rhume. Il y a beaucoup de gamins en ce moment qui ont le rhume. Et quand tu leur mets un coton-tige dans le nez, c'est positif. Alors, effectivement, là, c'est grave. Il faut faire quelque chose. Puisque les enfants présentent des symptômes moins sévères que les adultes. Mais il y a eu certaines complications, des symptômes graves qui restent rares. 780 cas signalés par les pédiatres depuis le 2 mars 2021. Seulement 318 ont nécessité un séjour en réanimation. Voilà le délire dans lequel on s'enfonce sans contre-pouvoir, sans possibilité d'en sortir rapidement pour dire stop. C'est terrible. Et puis, ce serait dommage aussi que les fœtus n'aient pas accès au vaccin. Enceinte, mieux vaut être vacciné. Oui, là aussi, les médecins se sont dit, bon, on n'est pas sûr. Alors, là aussi, c'est génial. Les résultats... en fait, on a travaillé sur le variant Delta, voilà. Alors non, avant Delta, en fait,
Pardon, c'est Jade Ghosn, médecin infectiologue à l'hôpital Bichat, qui a fait une étude en disant qu'il y avait quand même apparemment quelques soucis sur la période étudiée. Femmes atteintes de Covid-19 en fin de grossesse, après 22 semaines, ont été plus nombreuses à connaître une prééclampsie ou une éclampsie, crise convulsive, à souffrir d'hypertension gestationnelle, d'hémorragie post-naissance. Il y a eu plus de césariennes. Et puis, il y a eu plus d'admissions en soins intensifs chez les femmes enceintes porteuses de virus. Alors, pour ne pas fausser les résultats, les scientifiques ont tenu compte des facteurs de risque, l'âge de la mère, l'obésité, l'hypertension, ils ont pondéré les chiffres, etc. Selon les auteurs, aucune étude n'avait jusqu'ici évalué le lien de manière aussi exhaustive entre le Covid-19 et les morbidités maternelles. Alors, le problème, c'est que les chercheurs n'établissent pas de causalité. On ne peut pas affirmer que le Covid-19 a entraîné des complications. Simplement constater que les deux vont de pair. Voilà. Mais c'est un peu comme le pass sanitaire qui te permet de presque ne pas refiler la ch'touille. Là, c'est pareil. On ne peut pas affirmer, mais on a vu que ça allait de pair. Donc, résultat, il faut vacciner les femmes enceintes. Alors, dans le doute, les auteurs encouragent fortement dans le doute. Écoute, dans le doute, je te propose de faire une piqûre puisque c'est la mode. Voilà. Ok. Donc voilà, dans le doute, les auteurs de l'étude disent que ce serait bien de vacciner quand même les femmes enceintes, ou même celles qui ont un projet d'enfant. Bref, ce serait dommage, effectivement, de priver le fœtus de la science, comme on dit maintenant. Et puis, alors, il y a une publication qui affirme qu'attraper le Covid enceinte ne nuit pas au cerveau de l'enfant. Ça ne nuit pas plus que ça au fœtus. Apparemment, IRM fœtale de 33 femmes enceintes malades du Covid, sur 10 semaines en moyenne après le déclenchement de la maladie. Le développement du cerveau, il n'y a eu aucun problème. Après, sur ce que fera l'injection ARN, là encore, nous n'avons pas le recul suffisant. Il suffit de lire les études de Pfizer et des laboratoires qui vous expliquent qu'ils ne peuvent encore pas dire ce qui va se passer. Mais c'est pas grave. Dans le doute, je trouve que ce serait bête de s'en priver dans le doute. Voilà. C'est dingue. C'est dingue. Mais quand tu racontes ça, tu passes pour un dangereux... Quoi ? Tu te poses des questions ? Mais dans le doute, tu ne devrais pas te poser des questions dans le doute. Tu devrais... Voilà. 2022, ça va être une horreur si nous ne réagissons pas rapidement. Et réagir, ça veut dire à un moment désobéir en réalité. Dire stop, le pass sanitaire ne passera pas, c'est fini. Or, le problème, c'est que les gens obéissent. Globalement, là, on va avoir un pass sanitaire sur les pistes de ski. Voilà, pour skier au grand air, il va falloir avoir un pass sanitaire. Il va falloir avoir un pass sanitaire pour aller aux toilettes. Il va falloir un pass sanitaire pour tout. J'attends le pass sanitaire pour la rentrée scolaire 2022. Évidemment, il va arriver également, puisqu'on va vouloir vacciner les enfants de 5 ans, j'imagine. Voilà, et tout ça avec les milliards engrangés par les laboratoires. Ça continue. Pfizer, ça reste des milliards. Là, le Omicron, qui reste sans danger. Les mecs te disent, oui, bon, j'ai dit qu'il y avait un variant, mais j'ai pas dit qu'il était plus dangereux. J'ai dit qu'il avait un peu muté. Calmez-vous, les gars. Et là, tous les autres, ouais. Pfizer qui se dit, oui, on va prendre 100 jours pour faire une nouvelle potion. Vous inquiétez pas, ça va être super. Je sais pas quoi faire. Voilà, c'est du délire. Nous sommes embarqués dans ce délire par des gens qui n'ont pas d'autre vision du monde qu'économique, que techniciste. Et entre ceux-là et les autres, on est vraiment coincés. Je ne sais pas comment on va se retrouver, dans quel état va se retrouver notre humanité fin 2022. C'est vraiment du délire. Oui, c'est une étrange défaite, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, c'est la revue de presse du monde moderne. Vous pouvez vous abonner dès à présent ici, partager le lien de cette revue de presse sur vos réseaux respectifs. N'hésitez pas également à hurler dans la rue que c'est la revue de presse du monde moderne. C'est à 9h ou presque aujourd'hui, 9h30. Et puis, vous pouvez vous abonner via Prime. Vous pouvez également dépenser apparemment des sous-sous de la chaîne. C'est pour une imitation de Nicolas Sarkozy, c'est 1000 junkies. La monnaie du monde moderne s'appelle le junkie. Je sais pas. Pourquoi pas? Ils sortent un truc qui s'appelle le Clapcoin pour financer le cinéma avec la fille de Claude Lelouch. Mais bordel, le Clapcoin, et ben pourquoi ça ne s'appellera pas le Junkie, 1000 junkies pour une imitation de Sarkozy. Voilà. En tout cas, ça craint. Je suis bien d'accord avec vous. Ils vont venir vous chercher. La brigade vaccinale de BFM va venir frapper à votre porte. Peut-être même lors du réveillon, très rapidement. Bonjour, nous venons voir qui n'est pas vacciné encore. Allez, hop, 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 hop. Mais monsieur, je viens d'avoir le Covid. Et alors, c'est pas grave, dans le doute. C'est n'importe quoi. Ah là 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 là.
Oui, et puis surtout, il va falloir vacciner les animaux de compagnie. Hein. Maggie éternue en ce moment, je m'inquiète. Allez, on passe à Libération. Libération, qui fait sa couverture sur Zemmour, un cauchemar français. C'est le Libé des auteurs jeunesse. Donc tout est illustré par les auteurs jeunesse, puisque le salon du livre de jeunesse s'ouvre à Montreuil. Et donc voilà cette couverture avec ce petit être qui fait peur à des gros monsieur patapouf. C'est Zemmour, le cauchemar français. C'est dans Libération, c'est 4 pages sur le candidat, 4 pages incroyables. Alors, avec bien sûr l'éditorial de Dov Alphon, hein, qui est vraiment dans ce qui se fait de plus simple dans l'attaque d'Éric Zemmour. On pourrait choisir d'en rire, mais ce serait une grave erreur. Le polémiste, raciste, misogyne et pétainiste Éric Zemmour a confirmé mardi sa candidature à la présidentielle de 2022 dans une vidéo YouTube bourrée de manipulations tellement grossières qu'elle pouvait provoquer tout d'abord un sentiment d'incrédulité. C'est vrai, la vidéo, elle est pétée. Après, comme je vous ai dit, visiblement, la plupart des médias se foutent du fait qu'il soit misogyne, pétainiste et raciste. Et qu'il ait des MeToo au cul, c'est pas grave. Voilà, l'homme providentiel pour sauver la France de son déclin. C'est ainsi qu'il se présente devant son micro façon Radio Londres. Et lui, il fait un parallèle en fait avec Boulanger. Hein, plutôt qu'avec Rubempré, Boulanger, qui était ce général populiste, hein, à l'époque ça s'appelait pas populisme, mais c'était ça, qui avait lancé un mouvement également de fronde. Il a fini par se suicider sur la tombe de sa maîtresse, ce général Boulanger, ne réussissant pas finalement à emmener les foules là où il souhaitait. Et c'est le risque, hein, évidemment, qui pend au nez d'Éric Zemmour, c'est le patatras, le retombage comme un flanc et la grande déprime. Hein, parce que ça va être difficile. Comment faire, hein, voilà. Qui va protéger les musulmans, les femmes, les juifs, les fonctionnaires, les intellectuels et autres cibles de ces discours de haine? Pour l'instant invisible dans le débat politique, la gauche a maintenant une tâche historique devant laquelle elle ne peut se dérober. Le premier meeting de campagne de Zemmour, c'est vendredi au Zénith. Je pensais que c'était dimanche, moi, le 5. Le 5, on est le 1er, donc oui. Peut-être samedi. Bref, c'est bientôt, là, au Zénith. Sera l'occasion de manifester sa détermination à stopper ce mal français encore et toujours. Alors, il y a eu le 20h face à l'islamo-gauchiste Gilles Boulot, c'était très difficile, hein. Il a eu du mal. Il est sorti fâché, hein. Il y a eu le doigt d'honneur du week-end, la réhabilitation de Pétain, bref, tout ça c'est compliqué. Et puis, s'il était sérieux, s'il était vraiment pour casser les codes, je pense qu'il attaquerait bille en tête ce pass sanitaire. Il en ferait un truc vraiment essentiel. Rien. Là-dessus, il est plutôt d'accord. Pareil, hein, quand il y a 8 camions de gendarmerie pour sécuriser sa venue au JT de TF1, tu sens quand même qu'il est bien dans les clous, quoi. Et puis, il n'y avait pas un antifa autour. Hein. C'était vraiment, on ne sait jamais. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est son fan club ou quoi, mais bon, ça fait quand même vachement. Et puis, le parvenu à la présidentielle, en fait, il y a l'ombre d'une femme derrière lui. Il se fait mener par le bout du nez par Sarah Knafo, enceinte, sa conseillère, hein, qui avait 26 ans lorsqu'ils ont commencé leur liaison, qui a vu en lui ce candidat potentiel lors d'un soir, un meeting, c'était par Valeurs Actuelles, au Cirque d'Hiver, il était face à Bruno Le Maire, et là, ovationné par la foule, elle l'a vu soudain, c'était lui, son candidat, alors qu'elle jouait avec ses nerfs, puisqu'elle était au premier rang, au bras d'un autre homme. Voilà, on vous dit, non mais c'est du délire. En privé, les deux se convaincus qu'ils ont quelque chose de Donald Trump pour un et d'Emmanuel Macron pour l'autre. J'observe chez eux une forme d'ivresse effrayante de l'immaturité. C'est un ancien député proche du couple qui le dit. Elle a participé au fait qu'il soit devenu fou. Les yeux de Zemmour aujourd'hui, c'est le danger du pouvoir. C'est le moment où il y en a un qui disjoncte et l'autre pas. Mon précieux. Oh, mon précieux. Oh, Gollum. Oh, Zemmour. Mon précieux. La présidence. Oh, la présidence de la République. Oh, le maître voudrait que j'accède à la présidence. Gollum. Zemmour. C'est un peu cette ivresse de l'anneau. Ça va être terrible. Oh, sale petit hobbit répugnant. Sméagol. Eric. Oh. Oui, je fais bien Gollum, oui. C'est facile à faire, ceci dit. Mon précieux. Le maître a tort que je sois candidat.
stupide, embête chaufflu. En tout cas, voilà, c'est le précieux, quoi. Attention. On n'a dit pas le physique, c'est pas le physique, c'est l'ivresse du pouvoir qui est toute cette paraphrase autour du pouvoir de l'anneau, hein, qu'on ne veut pas jeter dans le creux du volcan. C'est tellement important d'avoir son précieux à portée de bas. Zemmour. Et voilà, un ami de 35 ans, ulcéré par cette dérive hallucinante, hein, paraphrase Philippe de Villiers auprès de Libé, ça va mal se finir pour lui. Il est en sur-régime. Psychologiquement, quand tout sera retombé, ce sera très dur. Avec ce risque, hein, du suicide français, pour de vrai. L'écrivain Yann Moix, hein, antisémite aussi à ses heures, hein, à 20 ans quand même, là où t'es quand même un peu fait dans ta tête, il faisait des dessins dégueulasses, il était totalement antisémite, puis après il a dit non, j'aime beaucoup Bernard-Henri Lévy, c'est mon protecteur dans la vie, je l'adore, je fais tout pour lui, et donc il est revenu à la télé, hein, il avait eu le droit de rejouer, je ne supporte pas Yann Moix, hein, il faut le savoir, donc voilà, il est là, et lui il dit attention, alors il a beaucoup déjeuné avec Zemmour évidemment, comme la moitié du tout Paris, puisque Zemmour passait son temps à bouffer des bars à la croûte de sel, et d'autres, hein, mais beaucoup de risotto aussi apparemment, très fan de risotto. Et donc il a repris, voilà, il dit « Ça doit être la première fois de l'histoire de la 5e qu'un candidat fait du ski nautique derrière sa candidature. En Zemmourie, Zemmour était le dernier au courant qu'il serait dans la course. » Voilà, c'est assez grave effectivement, hein, de se rendre compte de ça. Il est dans la kiffance, quoi. Il se fait plaisir, c'est un ego trip exceptionnel et il arrive à embarquer pas mal de monde dans cet ego trip. Le risque, c'est qu'il y a un fan club un peu borderline, hein, puisqu'il joue aussi avec une France néo-nazie, hein, une France aussi qui aime la sauvagerie, le discours antisémite qui est là. Et un ex-ténor de la droite explique, il joue avec le feu, je connais ce socle électoral, cette droite antisémite qui l'excite, il s'appuie sur une sociologie où la figure du bouc émissaire depuis 2000 ans, c'est le juif. Bon, maintenant, c'est le non-vacciné un peu plus. Hein. Puis il y a les musulmans, évidemment. C'est pas ce qui manque, hein, le bouc émissaire. Il y a le mec aussi qui aime le kebab. Il y a l'autre là qui bouffe sa blanquette de veau. Enfin, c'est pas des boucs émissaires, c'est pas ce qui manque. Mais attention, c'est quand même, historiquement, le bouc émissaire depuis 2000 ans, c'est le juif. Il y a des gens chez qui tout cela est très enfoui et d'autres chez qui cela affleure à la surface. Il s'adresse à eux, mais le rôle du juif qui fait cela est très compliqué à tenir. Et Libé explique avec un exemple concret, un jour de la campagne, un groupe de néo-nazis propose son aide aux équipes de Zemmour, c'est les vilains fachos, hein, la boucle Telegram, c'est eux qui tiraient dans la forêt également sur des cibles, hein, de journalistes de street press, Tahabouaf, etc. Et en disant voilà, c'est rigolo, hein, effectivement. Donc ils ont été colleurs, une fois la tâche accomplie, le nom fuite dans la presse, ça gêne. On leur demande de partir et la réaction est immédiate. Ça ne sert à rien de faire appel à nous si c'est pour nous cracher dessus après, écrivent-ils sur leur book Telegram. Puis leur déception se transforme en menace. Que vaut ce courage sémitique? Donc effectivement, les supporters d'hier pourraient devenir les ennemis de demain. C'est assez dangereux. Et puis maintenant, il va falloir que Zemmour se rende sympathique, qu'il arrête de dénigrer tout le monde, parce qu'il a fâché Marion Le Pen lors de meeting de la droite. Hein, il a volé la vedette, il en était très fier, il s'en est vanté en disant « Ah, je suis quand même le plus fort ». Donc il n'a d'amis nulle part, hein, peut-être sauf Éric Nolot, qui est vraiment son vrai pote. Éric Nolot, c'est la famille, quoi. Mais à part ça... il a commencé, voilà. Puis après c'est toute sa carrière, et derrière sa radicalisation, il n'y en a pas. Le problème, nous dit un ami de longue date, c'est qu'Éric a toujours été un solitaire, et le problème n'est pas tant qu'il n'a aucune expérience politique, c'est qu'il n'a jamais encadré personne, ni donné un ordre. Alors si le président, c'est le manager suprême, c'est chaud. Voilà. La figure du leader. En tout cas, au RN, c'est la fête. Hein. La vulgarité et la radicalité affichée par Zemmour ont relancé la campagne de la candidate, qui est maintenant beaucoup plus crédible. C'est ça qui est génial. Hein. Il faut quand même un clown comme Zemmour pour qu'une clown comme Le Pen soit prise au sérieux, pour qu'un clown comme Macron soit réélu. C'est quand même la démocratie française est dans un sale état. Et d'ailleurs, avant qu'il se prenne au sérieux, Éric Zemmour disait « Si jamais je suis candidat, c'est la preuve que ce système politico-médiatique est arrivé à sa fin. C'est-à-dire que moi, je suis une caricature de tout ça. Si je le fais, c'est parce que vous êtes les pires des caricatures. » Voilà, donc on est vraiment
dans ce moment-là. Et puis, il y a le problème, bien sûr, de tous ses secrets, hein, de tout sa sexualité débridée, les nombreuses conquêtes, ou bien les nombreuses femmes qu'il a un peu rudoyées, violentées. Tout ça, ça pourrait lui pendre au nez. Bref, c'est compliqué. Cette campagne s'annonce chiante à mourir. Je ne vous cache pas que je suis déjà épuisé, puisque c'est mon métier, hein, de commenter ça pour vous tous les jours. Là, je vois que ça va faire un flop, mais enfin de tout, hein, parce que les gens s'en foutent, parce que derrière Macron est là, ils sont tous tellement nuls qu'ils vont voter pour moi, tu vas voir. Là, je suis en train de taper sur la gueule des Antillais. Cachez les caméras, là, c'est fini. Bonjour, c'est le président Macron, c'est le camp de la raison. Ah, c'est vous qui borgnez les gens. Oh, c'est bien ça. C'est vous qui piquez les gens. Ah, c'est bien aussi ça. C'est bien. C'est mieux que le petit là, le petit Gollum là, qui est machin, ou celle qui aime les chats là, je sais plus comment elle s'appelle, là, la blonde. Oui, c'est bien vous. Très bien, merci. Quel degré zéro de la politique, messieurs, dames. Alors, on n'a plus le droit de dire messieurs, dames, attention. Hein, c'est l'Union européenne qui a lancé un guide du vivre ensemble. Vous allez voir ça tout à l'heure. C'est très, très drôle. C'est dans le Figaro. Figaro qui est quand même le pilier, hein, de la fin de la lutte contre le wokisme. Hein. D'ailleurs, on y passe. Le Covid, la 5e vague fragilise la reprise économique. Qu'est-ce qu'il a bon dos quand même, ce Covid? Alors, on va pas dire que la chaîne de Ponzi est en train de craquer. La finance, qui est un vol organisé, une kleptocratie mondiale, est en train d'être en surchauffe, parce qu'il y a eu la faillite d'Evergrande, le géant de l'immobilier chinois. On voit bien que les profits ont explosé, les fortunes des multimilliardaires multipliées par 10 pendant cette crise, pendant que nous, eh bien quoi? Ah bah c'est l'inflation qu'on se prend dans la gueule. Ah bah oui, il n'y a plus d'assurance chômage, mon bon monsieur, ça c'est pour les feignants le chômage. Enfin, vous êtes un travailleur, vous aimez travailler pour 1 euro des 10 heures. Hein, regardez Timmy, lui, ça le fait pas chier de descendre à la mine tous les matins. Ah oui, moi je suis très content. Ah, moi dès 8 heures du matin, après mon petit bol de céréales, je descends dans la mine, j'adore ça. Oh je kiffe, oh je kiffe, oh je tousse mais je kiffe. Prenez exemple sur ce jeune travailleur. Hein, voilà. Il n'aura jamais de chômage, il n'aura jamais de retraite d'ailleurs. Et voilà, et c'est un exemple pour la mère patrie. Merci beaucoup, président. Merci. Oui, vous avez raison, je suis idiot. Mais je ne peux pas rentrer dans les conduits de la mine parce que j'ai pris un peu de ventre, vous voyez. Oh, mais c'est pas grave, on a un autre job pour vous, c'est nettoyer des cuves chimiques. Hein, ça, vous avez 2 mains, vous avez 2 pieds, voilà. D'accord. C'est formidable. Oui, tout va très bien. Donc le Covid va être l'excuse, hein, pour la faillite généralisée du système de prédation mondiale, avec les banques centrales qui sont en train de pédaler dans la semoule, parce que si elles arrêtent l'argent magique, ça pète. Si elles continuent, ça pète. Donc de toute façon, elles sont coincées. Alors elles disent non mais on temporise, c'est une inflation maîtrisée. Pas du tout. C'est en train d'exploser, on est à 7% en Belgique, c'est du jamais vu. Et Christine Lagarde, il y a un mois, elle disait c'est un épisode de transition. Bon, ils sont en train de voir que la transition va durer très longtemps, c'est comme la transition écologique. C'est le moment où on attend que le mur nous arrive dans la gueule, c'est très capitaliste, hein. C'est attendre, faire semblant de faire quelque chose. Vous allez voir, il y a aussi des plans sur la table pour qu'il y ait 0 carbone, hein, en 2050. Alors il faudra manger des insectes, je vous le dis, il faudra se doucher 1 fois par semaine. Et éventuellement rouler en char, voilà, un char comme Max Bex. C'est le Québécois qui nous regarde ce soir, ce matin. En tout cas, voilà, c'est la faute au Covid. Hein. Maintenant, si quoi, faut encore payer des impôts, saloperie de Covid. Et puis voilà, on le retrouve. Oh, Zemmour candidat. Il faut sauver la France. Mon précieux, je dois sauver mon précieux. Oh, méchant bite poilu. En tout cas, voilà. Et puis aux Antilles, Sébastien Lecornu apporte son soutien aux forces de l'ordre. C'est sympa, Sébastien. Alors, quand même, bon, les Antilles. J'en ai parlé, la Guadeloupe, la Martinique. Les mecs en peuvent plus. Ils sont traités comme de la merde. Il n'y a pas accès à l'eau courante. Chômage des jeunes à 30%. Le coût de la vie chère là-bas, c'est tout le temps. Avec l'inflation, c'est devenu invivable. Donc, ils gueulent. Et ils ont raison. Et ils le font à leur façon, hein, en cramant des voitures, en fermant des ronds-points, en étant un peu quand même, en tirant avec des armes à plomb, etc. Donc, ils gueulent. Donc Macron dit puisque c'est ça, j'envoie le GIGN et le RAID. Hein, voilà, on va négocier, mais négociation de crise.
Il envoie le GIGN et le RAID, les mecs se font tirer dessus, ils disent putain c'est dur chef, c'est pas comme les gilets jaunes là dit. Puis en plus on a des ordres, faut pas trop qu'on éborde, sinon là l'île elle est à feu et à sang, donc qu'est-ce qu'on fait chef? Bougez pas, j'envoie le ministre. Il envoie le cornu, Macron qui fait tout ça, en disant hey, tu vas te faire bisuter, vas-y Seb, on te regarde, on déconne, un mec leur déconne, c'est la kiffance, vas-y, on te regarde. Sébastien arrive. 10 minutes qui passent avec les syndicats et les élus locaux, les mecs lui disent t'es nul, il dit toi aussi t'es nul, c'est celui qui dit qui est, méchant. Et pour se rassurer, il dit quand même bon, les gars du GIGN, les gars du RAID qui sont arrivés, je suis avec vous, hein, vous faites un super boulot. Donc Macron envoie la troupe et il envoie son ministre pour dire merci les gars, c'est super ce que vous faites. Hein. Les Antillais là-dedans, ils n'existent pas. C'est mais une métaphore de la Macronie ce truc, la violence pour répondre à des problèmes sociaux. Avec derrière le déni de la capitale, hein, ce truc hors sol, où tu envoies un ministre qui, au lieu de prendre son temps, enfin d'être là-bas, le ticket d'avion, enfin on lui prend son avion, c'est pas pour qu'il aille dire merci aux gendarmes, c'est pour qu'il aille parler aux élus, qu'il aille parler aux responsables. Incapable de le faire. Ce système-là, c'est le bilan de Macron, il est là, devant nos yeux. La violence, l'incapacité du dialogue social, la réponse par davantage de violence, et aucun résultat. Et aucune réponse à la crise. Et ce mec va se représenter mais avec des sondages qui le mettent à 40%. Mais on est où sérieusement? Donc voilà, moi je suis outré. Oui, je suis outré. Oui, bah écoutez, oui. Écoutez, oui, Gérard, oui, je trouve ce poulet très bon, mais je suis outré de la façon dont le président vous traite, vous les parlementaires, nous traite, nous les citoyens, et comment ce système en fait peut tenir, ce système de la maltraitance, bordel. Mais bien sûr que les sondages sont complètement pétés. Enfin, c'est... Bref. Alors ça c'est pour rire un peu. Rions un peu avec la Commission européenne. Noël, Marie, il y a des mots de tabou. Hein. Afin de refléter la diversité, la commissaire à l'égalité a proscrit une liste de termes dans un guide interne pour dire attention, hein, lors de vos allocutions, mes chers amis commissaires européens, alors ils sont payés 15 000, 20 000 euros hein, pour prendre ça. Hein. Et donc elle a fait un petit guide du vivre ensemble où elle reçoit alors des associations islamistes. Hein, ça a été montré du doigt évidemment par je sais plus qui d'ailleurs, par Marlène Schiappa, hein, qui quand elle dit mais j'étais pour rien moi que j'ai dit que Nicolas Hulot il met des mains au cul qu'il est gentil, hein. Vous savez j'ai écrit un livre sur pourquoi les grosses elles sucent mieux que les autres, hein, donc bon le féminisme ça me connaît et on avait dit qu'on posait pas cette question Madame Martichoux. Voilà, non mais putain, le degré zéro, mais je vous jure, hein, je fais pas exprès, mais à un moment à force de quotidiennement s'intéresser à ça, tu te dis c'est pas possible, t'as envie de tout foutre dans une bassine et de cramer la bassine, quoi. C'est pas possible en fait. Enfin, on mérite pas ça. Ou alors si on le mérite, c'est vraiment... Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Bon, un empire colonial, des choses comme ça, d'accord, certes, peut-être. Mais non, ça ne suffit pas, ça ne justifie pas toute cette maltraitance et toute cette médiocrité, putain. Alors là, la médiocrité, au niveau européen, on atteint des sommets. Mesdames, messieurs, Noël ou encore le prénom Marie, voilà, qui ne fait pas très inclusif, et dans le but de refléter la diversité et de lutter contre les stéréotypes profondément ancrés dans les comportements individuels et collectifs, la Commission vient de publier un petit guide interne. Alors, c'est un guide interne, hein, mais bon, quand même, pour une communication inclusive. Alors, il y a des tableaux, il y a les termes à éviter. Alors, c'est une commissaire maltaise hein, qui... s'occupe de faire ça. Elle s'appelle Elena Dali. Elle a que ça à foutre. Hein. Bon, donc du coup, elle a vraiment fait n'importe quoi. Par exemple, notre communication ne doit jamais présumer que les personnes sont hétérosexuelles ou s'identifiant avec le genre attribué à leur naissance ou s'identifient de manière binaire. Bon, là-dessus, alors oui, les non-binaires, etc. Ok. Donc, évitez d'évoquer les deux sexes ou de débuter un discours par « Mesdames, Messieurs ». Voilà. Parce que c'est pas inclusif. Ok. D'accord. Alors, il faut pas invisibiliser les personnes intersexes ou queers. Hein. Même le terme homosexuel peut être considéré comme offensant parce qu'il s'inscrit dans une optique médicale et qu'il est parfois utilisé par des militants anti-gays. Bon.
Alors, par exemple, pour un titre, incluez des options non binaires. Par exemple, le texte féminin-masculin non binaire préfère ne pas dire écarter aussi l'utilisation de monsieur ou madame et préférer MX. Voilà. Et puis, il ne faut pas demander quel pronom la personne préfère. Bref, on peut plus rien dire, hein, comme on dirait. Non mais, Noël l'a échappé belle, hein, nous dit le Figaro. Disons, Noël, c'est vraiment l'obsession de la droite bourgeoise. C'est si jamais Noël disparaît. Bon, je rappelle que Noël, c'est simplement une réadaptation de la fête du solstice d'hiver, fête païenne sur le retour de la lumière. Bref, c'est pas grave. Alors, il faut l'entourer de 1000 précautions. Attention, faire référence à des fêtes chrétiennes serait supposer que tout le monde est chrétien. Au lieu de dire la période de Noël peut être stressante, la commission propose la période des vacances peut être stressante. Ah oui, c'est vrai que les vacances, c'est stressant. Mais bon, même s'il semble possible, on peut rajouter ceux qui fêtent Noël ou Hanouka. Voilà. Mais bon, c'est à la limite du truc. Hein. Et puis, plutôt que d'utiliser des prénoms comme Marie et Jean, ou Maria and John, parlez plutôt de Malika et Rulio. Ok. Pourquoi pas? Je trouve ça... Ok, allez, un point pour la commission. C'est l'Eurovision. Hein. Plus ça va, plus c'est l'Eurovision. Et puis, pour prendre en compte, alors là, c'est le sommet du ridicule. Pour prendre en compte les apatrides et les immigrants, la commission préconise de ne pas employer le terme citoyen. Voilà. Il faudrait gommer le politique de tout. En fait, vous savez, je ne suis pas contre les luttes intersectionnelles, etc. Mais cette boursouflure, finalement, du genre, de la génération, de l'âge, du sexe, elle a pour cacher la lutte des classes. Vraiment. Pour dire c'est le 19e qui nous tombe sur la gueule. On s'est battu pour réussir à choper un peu de thunes pour faire des systèmes sociaux, d'un welfare state qui a duré le temps qu'il a duré. Et là, l'attaque est partout. Et il va falloir, toi, une fois que tu seras content, tu pourras te définir par ton nombril, il faudra bien te démerder. Tu n'auras plus de retraite, tu n'auras plus de sécu, tu n'auras plus d'hôpital public, plus de services publics, tu n'auras plus d'école d'ailleurs. Il faudra payer pour ton éducation, mais tu seras content, tu pourras t'affirmer. Voilà, donc non, je pense qu'il faut quand même se réveiller. Et je suis désolé, je suis peut-être trop néo-marxiste, post-marxiste pour certains d'entre vous, mais la lutte des classes est une putain de réalité. Et elle n'est pas gommée par ces luttes intersectionnelles, même si on voit bien que ceux qui l'utilisent le font à dessein. Les multinationales, la Commission européenne, notre cher président également, c'est pas pour rien. Et puis alors le pire, c'est derrière, plutôt que dire colonisation de Mars, personne ne dit ça. Il faudrait dire l'envoi d'humains sur Mars. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on va envoyer des humains? Moi, l'envoi de transhumains sur Mars, ce serait... Parce que après, dans le genre humain, il va falloir aussi faire une place pour les transhumains. On ne peut pas laisser comme ça tous ceux qui vont vouloir s'augmenter sur le bas-côté de la route. Voilà, donc voilà. C'est quand même un super truc. Merci le Figaro, qui est toujours notre veille sur le woke et c'est ce guide quand même de la Commission européenne, c'est un niveau de what the fuck rarement atteint. Et quand tu sais que tu payes ces mecs là 15 000 € pour pondre ça, t'as envie de les mettre dans la bassine avec les autres et dire tiens écoute, voilà, j'ai une belle bassine, va dedans s'il te plaît, avec l'anneau là, ouais va dedans, vas-y, casse-toi dans la bassine s'il te plaît. Et puis quitte à être inclusif, autant s'occuper aussi du bien-être animal. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une initiative d'éleveurs en Saône-et-Loire, pas loin de chez moi, vers Pouilly-en-Auxois, qui répond à des attentes sociétales sur le bien-être animal avec un abattoir mobile. Alors vous allez me dire, c'est rigolo, c'est quand même pas sympa pour le bien-être animal de tuer les bêtes, mais on continue de manger du bœuf. Donc dans cette optique de manger du bœuf, quand les vaches partent à l'abattoir, les éleveurs se sont rendus compte que c'était vraiment affreux pour elles, qu'il y avait un vrai stress, que le transport était terrible et que tout ça servait à rien. Donc ils se sont cotisés à plusieurs depuis août dernier. La société du bœuf éthique pratique l'abattage de vaches à la ferme. Alors, c'est un modèle qui vient du nord de l'Europe, voilà. C'est un des seuls qui existe en France actuellement. L'éleveur est allé en Suède en 2016 pour voir comment marchait l'abattoir mobile. C'est Émilie Janin, éleveuse à Pouilly-en-Auxois, qui a été à l'origine de cette entreprise. Donc ils ont acheté 3 camions, un camion pour le staff, un camion pour l'administration, etc., et un camion pour l'abattage et le stockage. Ensuite, des carcasses. C'est un pari sur l'avenir,
C'est un investissement de 2 millions d'euros, dont 1,5 pour les camions et l'agencement. Et puis, l'idée, c'est qu'il y a eu 6 investisseurs privés pour 600 000 euros, voilà, dont 2 vétérinaires, une éleveuse, un maraîcher, des fonds participatifs et bien sûr l'endettement bancaire. Il y a un cahier des charges. L'idée, c'est que, la viande d'une bête moins stressée est meilleure, nous disent-ils, qu'il y a moins d'intermédiaires. En termes, bien sûr, de coût carbone, c'est super. Bon, après, la vache meurt. Hein. Y a pas, ça, par contre, la fin reste tragique. Hein. Mais il y a un prix d'achat sur la viande au kilo. Et puis, on est moins quand même dans un truc industriel. On fait beaucoup plus attention. Il y a un inspecteur vétérinaire, une assistante, et voilà. Et ils se disent, il faudrait qu'on en tue 6 par jour pour être à l'équilibre. Après la vache, je suis pas sûr que la vache ait quand même en elle cette volonté suicidaire. Hein, ça c'est plutôt, mais bon, ils se disent c'est bien fait. Il y a un petit chemin avec de la paille et la vache va dans le camion et voilà. Et donc ils montent en puissance. Hein, voilà. Alors les effets, les avis d'experts sont plutôt positifs. C'est une piste de travail sérieuse que nous regardons avec intérêt pour réduire bien sûr le stress, le chargement, le déchargement, etc. Et puis, donc ça s'appelle l'Association pour l'abattage sur le lieu de vie, ALVI. Concerne les bovins, il y a également à Nantes une association, Abat Mobile dans l'Orne pour les ovins, caprins et porcins. Donc ça commence à venir et même les véganes, comme le lanceur d'alerte L214 qui dénonce les pratiques non réglementaires de certains abattoirs, se disent que c'est différent de la masse et de la cadence imposée par l'élevage intensif. Mais comme le dit Brigitte Gauthier, cofondatrice de L214, je reste dubitative sur les envies de suicide des bovins. Alors, ils ne sont pas suicidés, ils sont trucidés pour notre plaisir, pour manger de la viande. Mais quand même, voilà, c'est Abatman pour les chauves-souris. Oui, on aura des petits labos P4 aussi qui vont pouvoir se balader un peu partout pour aller choper du coronavirus, du mutant de partout. Ça va être super. Donc voilà, abattage mobile, c'est super. Et puis je vous parlais de comment faire pour réduire notre empreinte carbone. Eh bien c'est très simple. Ils se sont penchés sur la question. C'est l'Agence de la transition écologique qui présente des hypothèses pour réduire à néant les émissions de carbone dès 2050. Alors, il y a plusieurs scénarios. Le scénario 1, c'est la frugalité choisie mais contrainte. Donc là, on baisse notre consommation de viande de 60%, on mange bio à 70%, on fait 50% de nos déplacements en vélo, les data centers n'explosent pas, n'augmentent pas, la part des matières premières recyclées monte à 70%, la part des énergies renouvelables à 80%, et puis on consomme moins d'énergie. Ça, c'est la frugalité. Et puis, il y a le scénario 4, la consommation de masse, et entre les deux, vous avez d'autres, l'économie du partage, etc. Et alors, dans la consommation de masse, on consomme de la viande, pareil. On bio, pareil, pas plus. Le vélo, 20%. Par contre, les data centers explosent de 15 fois. Les matières premières recyclées, seulement 45%. Les énergies renouvelables, 70%. Et la consommation d'énergie à 1360. Et bien sûr, il y a la solution techniciste entre les deux, où il t'explique, voilà, donc c'est beau, ça occupe des gens aussi. Là, tu as des gens payés pour tu nous ferais pas une étude pour comment on fait là pour les trucs pour le carbone là en 2050. Bon, attends, je jouais à Civilisation là, attends, je regardais le discours de Zemmour là, non, tu peux me sortir ça pour demain, pour lundi? Ouais, bon, allez, d'accord. Bon, je vais faire des cercles, j'ai des petits camemberts. J'ai vu un truc, là, c'est une étude suédoise, je vais la traduire. Allez, tiens. C'est génial. Bah oui. Donc voilà. Donc, vous inquiétez pas. Après la crise Covid, la crise climatique nous permettra de réduire toutes nos libertés. Ce sera super pour le carbone. Évidemment, c'est bien de sauver la planète. Tu te sens investi d'une putain de mission. Tu vois, ce matin, j'ai pas pris de douche ce matin. J'ai l'impression de sauver la planète. Ah ouais. Ah bah, c'est pas rien quand même. C'est un petit geste. Mais ça change tout. Ah ouais. Moi, je tire plus la chasse. Ah, c'est bien aussi. Ouais, mais ça commence à faire un peu un syndrome de Diogène, tu vois. J'ai un peu les boules quand même que ça se bouge, quoi. Bah, écoute, c'est pour la planète. Ouais.
Bah oui, 700, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette revue de presse et je vous remercie. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés. Et je vous remercie bien sûr de continuer de faire ce travail de VRP sans relâche, de partager des extraits de cette revue de presse, de partager le lien de cette revue de presse, d'expliquer à votre famille, à vos amis, à vos animaux de compagnie combien ce moment de convivialité matinale vous est cher et combien ils auraient intérêt à le regarder à la fois pour leur tension artérielle, pour leur santé mentale et tout simplement pour leur édification personnelle. Parce que s'informer, c'est un devoir citoyen. Et je vous le fais de manière rapide, 1h30. Bon, je n'ai pas parlé de Chavez et de ses prisons où les généraux meurent, opérés, etc. Bon, ça on le sait. Et voilà, donc encore une attaque sur quand même le Venezuela. Bah oui, le Venezuela, il y a des prisons d'État qui sont assez trash. Et voilà. Mais là, par contre, je vous parle de DC Company qui rachète le Gorafi. Alors le Gorafi, c'est ce journal qui fait des blagues. Plutôt drôle, la plupart du temps. Eh ben, là, c'est pas une blague. Donc le Gorafi, qui réunit plus de 2 millions d'utilisateurs mensuels, vient de se vendre pour DC Company. Qui va vouloir mettre plus de pubs et attirer des marques sur la plateforme. C'est Xenia qui avait retweeté une de leurs blagues en disant que le Gorafi, Xenia, la patronne de RT France, le Gorafi avait dit qu'ils étaient rachetés par RT France. Non, ils sont pour de vrai rachetés par la DC Company. Alors on ne sait pas si ça va changer le ton des blagues, je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, voilà un succès d'un média qui fait uniquement de la blague. C'est pas de la fake news, c'est de la blague. Mais compte tenu de l'époque, compte tenu de ce qu'on vit, je trouve que c'est plutôt bien et ça marche plutôt bien, et évidemment, et on comprend pourquoi. Je pense pas que c'est un bon plan, mais bon, il faut vivre. Et pourtant, il faut vivre. Alors nous, on se vend pas, le monde moderne. Par contre, si vous pouvez nous subventionner, vous pouvez via Patreon, je mets le lien ici. Où est-ce qu'il est ? Je sais pas où il est. Voilà. Hop. Vous pouvez donc même récupérer des belles mugs comme celle-ci sur Patreon, vous abonner pour 1 euro par mois, pour 50 centimes même, ou pour 1000 euros par mois si vous le souhaitez. Vous pouvez donner, c'est l'économie du don, c'est un peu le mendiant de l'amour, Enrico Macias, le couscous, on retrouve tout ça évidemment. Si vous ne connaissez pas la chanson « J'ai perdu 25 kilos » d'Enrico Macias, eh bien si vous êtes plus de 1000 abonnés, je pourrais vous la chanter à la guitare. J'ai perdu 25 kilos. Eh oui. C'est Enrico. Et c'est sur Patreon, bien sûr, où vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également, ici, via vos comptes Prime, vous abonner sur Twitch et nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est gratuit. Ça ne mange pas de pain et ça fait du bien de voir que nous sommes de plus en plus nombreux à suivre cette revue de presse. Merci à vous. Alors, voilà, c'était l'instant pub, puisque nous ne sommes pas encore à vendre, loin de là. Et puis, on finit avec les échos qui s'inquiètent quand même, en disant que, bon, quand même l'inflation, Christine, oui, tu avais dit que c'était transitionnel, l'inflation, et on se rend bien compte que ça dure. Ah bon. Et là, elle se transforme en Muriel Pénicaud, elle met une perruque, tu vois, Christine Lagarde, qui relève ses beaux cheveux blancs pour les cheveux blonds tout bouclés. Et hop, je botte en touche, je continue de faire de l'argent magique. Évidemment, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas faire autrement que de faire de l'argent magique. Alors, comment ça va se passer ? Bon, c'est dans les échos, donc ça va bien se passer, puisque ça parle à des gens qui ont beaucoup de thunes. Donc, généralement, quand tu as de la thune, ça se passe bien. C'est pas, même quand c'est la crise ou quoi, tu dis, là, quand même, on en est à 4,9% d'inflation sur la zone euro. Elle était autour de 2% il y a un mois et Christine disait qu'elle allait rester à 2%. Christine Lagarde. Bon, les prix grimpent, on est quasiment à 5%. C'est du jamais vu. Ah merde, c'est encore du jamais vu. Bien sûr, le renchérissement des biens intermédiaires alimente les inquiétudes. Le logement explose. On ne va bientôt plus pouvoir ni se nourrir ni se loger. Mais heureusement, la mine nous accueillera à bras ouverts. Alors, Timmy ? Oui. J'ai mangé un crouton aujourd'hui à la cantine. Oh, il était très bon. Il n'avait qu'un mois de rancitude. Il était excellent. Oui, je l'ai trempé dans un peu de Coca-Cola sans bulle qui datait du mois dernier également. Ça m'a donné des forces pour cet après-midi d'excavation. Merci, Timmy.
La BCE pourrait y répondre à mi-décembre en disant « Ah, c'est fini !» Alors, on attend, c'est les Américains qui mènent la danse. Joe Biden donc, a dit « Non, mais l'Omicron, vous ne nous faites pas chier avec. » Donc, on dit oh, « Ok, on ne fait pas trop chier. » Là, l'inflation, tu as la Banque centrale américaine qui est en train de dire « Bon, on va couper bientôt l'argent magique, mais attendez qu'on le coupe avant de le couper en Europe, déconnez pas. » Et puis, ils le feront, voilà. Et bien sûr, la Réserve fédérale vient de mettre fin à l'idée d'une inflation transitoire. Ah, c'est le drame pour Christine Lagarde. Évidemment, personne n'y croyait quand elle a parlé d'inflation transitoire. C'était juste pour rassurer les marchés qui sont tout le temps inquiets. Mais même les marchés, je ne comprends pas comment ils font semblant d'y croire aussi. Enfin, à un moment, ce système de débiles mentaux, où c'est une chaîne de Ponzi, c'est un vol organisé par ceux qui sont le plus proches de la création monétaire, qui s'en foutent plein les fouilles, il faut que ça cesse. Il faut arrêter. On va récupérer l'argent directement. Vous le distribuez, vous le donnez des logements pauvres. Les logements vides, là. 3% des familles qui sont propriétaires. Un truc de dingue. Les chiffres étaient dingues. Tu te rends compte que cette spoliation, mais qui repose sur des couches de sédimentation, d'esclavagisme, puis de maltraitance, continue. Mais enfin, quand est-ce qu'on va un peu se réveiller? Quand est-ce qu'on va foutre tout ça en l'air, dans la bassine, là? J'espère que déjà en 2020 il va se passer un peu des choses. Et puis alors le MEDEF nous sort quand même que la crise a renforcé la légitimité des entreprises face à l'État. Oui, alors en même temps quand tu as un président dont le projet c'est de foutre en l'air l'État, c'est facile. Là il faut voir que tous les ministres ont comme feuille de route le partenariat public-privé, davantage de privé, que ce soit Vidal à la recherche, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la santé. L'idée est de foutre en l'air l'État et surtout l'État-providence. Donc évidemment, il ne restera que des entreprises, des shareballs, des multinationales, des conglomérats. On va être dans le cyberpunk, où on va d'abord être non pas citoyen, mais propriété de PepsiCo, propriété d'Orange, propriété de Pfizer, plutôt qu'être citoyen français. C'est sûr, c'était il y a quelques années de ça, de la science-fiction. On rentre dedans tranquillement. Et puis les gens sont contents, ils y vont. Et puis il y a des débats. Combien on va foutre en l'air de fonctionnaires? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce niveau record quand même, qu'est-ce qu'on va faire? Christine? Oui? Christine? Oui? Non, je suis pas une femme Barbara Gould. Non, je suis pas là. Alors, on nous dit quand même que cette hausse de prix hors énergie est plutôt maîtrisée. Certains facteurs sont probablement temporaires. Bon, on est dans l'ère du presque, du probablement, du dans le doute. Donc, voilà, il y a une hausse de l'indice des prix en Europe. Alors, ils ont grimpé de 27% en un an. Il y a eu la baisse de la TVA en Allemagne, quand même, le retour à la normale le 1er janvier 2021, puis la hausse des prix. Mais hors énergie, l'inflation dans la zone euro reste maîtrisée, puisqu'elle est proche de 2,5%. Si on la calcule sur 2 ans, elle est même à 2,3%. Donc tout va bien. Mais quand même, les coûts des industriels s'envolent. Alors là, ça inquiète. Si les entreprises doivent payer plus... Donc, il y a des aides, Bruno est là. Pour des entreprises. Toi, chômeur, non. La mine t'ouvre les bras. Par contre, toi, entreprise, tu as besoin d'argent? Combien il te faut? Oui? Bon, oui, écoute, l'État est là pour toi. Non, pas pour toi. Toi, tu vas travailler à la mine, toi. Oui, combien? Voilà, c'est cadeau. Vous le rendrez quand vous pourrez. C'est pas grave. Ils payeront de toute façon, ces cons à la mine. Ils ont que ça à foutre de payer la dette. Ah, c'est bien foutu, votre truc. Oui. On mange quoi à midi? Du bar en croûte de sel? Super. Bon, super. À tout à l'heure, alors. Enfin, il est presque... si vous n'avez pas vu cette nouvelle, Anne Lauvergeon, ancienne Atomic Anne, qui était à la tête d'Areva, devenue Orano, le scandale d'Uramine, la mine d'uranium vide, il n'y avait pas d'uranium dedans. Avec son mari, ils ont quand même bien fait ils ont bien capté la richesse. Ils se sont bien démerdés. Son mari s'appelle Frick, en plus. C'est génial. Et donc, il avait des sociétés offshore un peu partout. Il a conseillé Areva. Il s'est comme ça fait une petite plus-value en vendant des actions à 300 000 balles. Elle avait, une fois quitté la présidence d'Areva, une voiture avec chauffeur, une indemnité, bref, 600 000 balles par an à rien foutre. L'État, la justice a mis un peu son nez dedans en disant « il va falloir rembourser ». Les gars, il va falloir rembourser les biens mal acquis, là. Et ils se sont expliqués que eux, non, pour eux, c'était normal. Donc, ils se défendent en disant que c'était normal.
Voilà. Toi, quand t'es viré parce que t'as filé un croissant à un mec qui avait faim, bon, t'as pas un chèque doré, un parachute doré d'1,5 million d'euros, t'as pas un chauffeur avec sécurité pendant 1 an pour rien foutre, t'as pas d'emploi fictif en fait. Dans la vraie vie, t'as pas d'emploi fictif. Par contre, dans la vie des voleurs, dans la vie de l'élite de la nation, ceux qui sont là à te faire la leçon sur la valeur travail, l'emploi fictif, c'est la norme. En fait, t'es un loser quand tu bosses. C'est là, lui, il travaille. Il a écrit son livre lui-même. Quel idiot. Bah ouais, mais je trouvais ça normal, moi, d'écrire mon livre moi-même. Mais enfin, Jean-Michel, mais enfin, on a autre chose à faire. Allez, viens donc. Je te retrouve après l'esthéticienne. Ouais. Bordel de merde. C'est le bas empire romain. On n'a pas bougé d'un iota. Alors, si on se décore différemment, on met des cravates, des machins, on roule en voiture, il y a du carbone. Mais alors, côté pétage du Sapiens Sapiens, c'est à peu près le même degré de débilité. Bref, alors les prix de l'énergie feront baisser les taux d'inflation l'an prochain. Les coûts des consommations intermédiaires semblent maintenir l'inflation. Et puis alors, le truc, c'est qu'il ne faut pas la tenaille, un salaire-prix. Donc, il ne faut surtout pas augmenter les salaires parce que ça ferait péter l'inflation. Donc, il faut que les pauvres restent pauvres. Donc, l'argent magique, c'est pas pour les pauvres. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Le retour de l'inflation, c'est un défi aux dirigeants politiques du vieux continent. La hausse des prix rogne les revenus de l'épargne des plus aisés. Ah oui? Mais aussi, surtout, le pouvoir d'achat des classes moyennes. Ah oui, bah ça, on s'en fout. Mais quand même, la hausse des prix rogne les revenus de l'épargne. C'est dégueulasse. Et comment on va faire, nous, pour se payer un nouveau yacht cet été? On va passer pour des ploucs avec notre yacht de l'an dernier qui fait que 15 mètres. 25 mètres, pardon. 40 mètres, pardon. Donc c'est génial. Alors, les moins privilégiés et les moins aisés sont ceux qui souffrent le plus de l'inflation, a déclaré Christine Lagarde. Sainte Christine Lagarde. Parce que quand même, ça c'est une déclaration, tu vois, tu sens l'humanité qui dégouline. Les moins privilégiés et les moins aisés sont ceux qui souffrent le plus de l'inflation. Et c'est pour cette raison que nous n'allons pas augmenter les salaires. T'es sérieuse, Christine? Ben oui, parce que sinon, ils souffriraient moins. Et du coup, je pourrais pas faire Sainte Christine, parce que je pourrais pas dire qu'ils souffrent. Tu vois, s'ils étaient riches comme moi, comme toi, ben, du coup, ben, ce serait pas rigolo. On n'aurait plus de pauvres pour dire qu'ils travaillent pas. Qu'est-ce qu'on ferait sans les pauvres? Qu'est-ce qu'ils feraient sans les pauvres, ces gens-là? Sans tous ces gens à maltraiter, sans tous ces esclaves à domicile, prêts à travailler pour un copec, sans Timmy qui, de son plus jeune âge, par un stakhanovisme dévoué à la cause européenne, est là pour extraire du minerai d'uranium pour que ces gens-là puissent t'expliquer que la valeur travail, c'est important. Bref. Alors, tous les regards vont désormais se tourner vers la BCE. Le Conseil politique et monétaire, c'est le 16 décembre, donc on va en reparler, ça va être la fête. Et puis, comme le disent les économistes d'Oxford Economics, de toute façon, la BCE ne peut pas faire grand-chose contre la hausse des prix de l'énergie et les goulets d'étranglement à court terme. Quelle blague! Pourtant, elle est bien payée, Christine, pour rien foutre. Ouais, non, mais ça, c'est autre chose. C'est parce que sinon, elle serait pauvre. Elle serait obligée de travailler. C'est ridicule. Ah oui, mais alors, et puis avec Omicron, qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'un côté, il y a de nouvelles mesures de restriction. Ça va avoir des effets déflationnistes. Ça va limiter la demande. Donc, ils vont nous reconfiner pour limiter l'inflation. Bon, qu'est-ce qu'on fait des ploucs? Eh ben, on les empêche d'acheter dans les commerces non essentiels. Comme ça baisse l'inflation. Oh, c'est malin, ça. C'est bien parce qu'on les maltraite et on maîtrise. Mais c'est vachement bien. Puis, ils y voient rien en plus. Ils sont cons comme des bites. C'est génial, merci les gars, merci Oxford Economics. De l'autre, il y a quand même des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. Donc il faudrait uniquement que les gens aient le droit de bosser. Et là, tu comprends les mesures d'enfermement. C'est uniquement pour que l'horreur du néolibéralisme autoritaire puisse relancer l'économie, que les riches ne perdent pas quand même cet argent magique et que toi, t'arrêtes de consommer, salaud de pauvre. Parce qu'à force de consommer des pâtes dont le prix explose, tu fais exploser les prix qui font qu'après on ne gagne pas assez d'argent magique, bordel. C'est génial. Ils sont géniaux. Et alors, le mec de la Fed a dit qu'il y a une inflation persistante, ça grandit. Donc, il y a des appels d'économistes inquiets qui commencent à dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait refroidir une politique monétaire jugée trop accommodante. Ah oui, l'argent gratos, l'argent magique, ça commence à se voir, les gars. Oui, alors, il y a... donc, qu'est-ce qui va se passer avec Omicron? Alors, ils disent, bon, il y a des risques baissiers pour l'emploi et l'activité économique, mais comme on va enfermer les ploucs pour qu'ils arrêtent de consommer, c'est super. Et puis, et aussi, après, le problème, c'est que les craintes accrues que suscite le virus pourrait réduire la volonté des gens de travailler en personne, ce qui ralentirait la progression du marché du travail. Parce que je les vois bien, ces feignants.
profiter du virus, dire j'ai peur, je vais arrêter de travailler. Salaud de feignant. C'est dingue. Voilà, c'est assez génial. C'est le monde dans lequel on vit, malheureusement, mes amis. Et puis l'Allemagne se prépare à la vaccination obligatoire, donc ça ne suffit pas de nous confiner. Nous serons bientôt vaccinés obligatoirement en Allemagne et en Autriche dès février. Hein. C'est la feuille de route, vous inquiétez pas, ça arrive en France. Hein. En Grèce également, si tu as plus de 60 ans et que tu n'as pas pris ton rendez-vous, 100 balles d'amende. Là, en Autriche, 7200 balles d'amende. En Allemagne, ils ne parlent pas encore d'amende, mais ils parlent de rendre le truc obligatoire. Après, les Allemands, ça obéit hein, généralement, donc ça devrait bien se passer. Voilà, je vous souhaite bon courage. Je nous souhaite un bon courage collectif. Sinon, il y a la bassine, on met l'anneau, le pouvoir de l'anneau, la communauté de l'anneau et tous les mecs autour, l'argent magique aussi. Et comme dirait le Joker, moi, ce que j'aime, c'est des trucs pas chers. De l'essence, une allumette. Mais on va pas foutre le feu, vous inquiétez pas. C'est symbolique puisqu'ils aiment le symbole. Nous aimons aussi le symbole ici. Et on va simplement foutre le feu à l'audience. Voilà, vous allez nous suivre de plus en plus. Et cette revue de presse du monde moderne va être remboursée par la sécurité sociale. Vous allez voir dans quelques instants. Je dois vous quitter parce que c'est Sud Radio qui continue ce matin. Demain, c'est Antoine qui sera à la manœuvre. Et puis vendredi, nous serons de retour avec des surprises. Et Maggie sera là également. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Et puis, si jamais vous avez la gerbe, il y a une bassine. Allez, à demain. Ciao.